Oui, bonsoir, bonjour chers compatriotes, c'est Bertin Badiambile de progresrdc.net. Encore une fois, je suis devant vous. Je viens toujours, comme c'est déjà l'habitude, 2 fois par semaine. Si j'ai la chance, peut-être on va ajouter une 3e fois, réfléchir sur la situation politique de notre pays, la situation sécuritaire, la situation sociale de notre pays. L'inspiration dernière, c'est, vous savez, ça fait longtemps que je parle de l'état de siège, disant que c'est impossible que un Congolais, un compatriote, après avoir vu les massacres que nos frères et sœurs de l'Est ont subis depuis plus de 20 ans, être contre cette situation-là. Et la sortie d'hier, aussi aujourd'hui, de notre compatriote Israël Mutombo, qui est allé faire ses propres investigations dans l'Est, ne peut pas ne pas interpeller un Congolais qui aime son pays, un Congolais qui a un esprit patriotique. Apparemment et évidemment, la majorité des gens de l'Est, de l'Ituri spécialement, qu'il a interrogé, montrent une bonne appréciation de l'état de siège. C'est quelque chose que tous nous avons souhaité depuis très longtemps. Mais le grand questionnement, c'est les conditions de vie de nos propres militaires qui sont là pour se sacrifier. Est-ce que le gouvernement prend en compte, en charge leur propre famille, la famille de ces militaires-là? Et cela me pousse à analyser la situation non seulement des militaires, mais aussi des autres, de certains de nos compatriotes qui sacrifient beaucoup de leur vie pour le futur de notre pays. Les uns, c'est la sécurité de notre pays, les autres, c'est le futur de notre pays. Donc, je pense aux enseignants, parce que c'est ces 2 catégories-là qui se sacrifient beaucoup plus. Et en même temps, ça m'amène à parler d'une des questions qui m'ont été posées par plusieurs d'entre vous, ceux qui m'écrivent directement sur mon WhatsApp, les fois que je n'oublie pas de faire apparaître mon numéro WhatsApp. Mais vous êtes enseignant et vous ne vous êtes jamais prononcé, analyser la gratuité de l'enseignement versus les grèves que font les enseignants versus les conditions de vie des enseignants. D'entrée des jeux, commençons par dire, je vais commencer par la gratuité de l'enseignement et je vais finir par qu'est-ce que je pense des conditions de vie de nos militaires et des conditions de vie de nos enseignants. La gratuité de l'enseignement, tout d'abord, le Congo est membre des Nations Unies depuis 1960. Donc, le Congo est supposé et respecte la Charte internationale des droits de l'homme. Ça, c'est un premier fait. La Charte internationale des droits de l'homme, dans son article 26, je vais le lire, la partie qui nous intéresse. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. Il ajoute, l'enseignement élémentaire est obligatoire. La RDC reprend dans sa constitution aussi, parce que les constitutions des différents pays sont supposées être calquées ou c'est une façon de reprendre la même chose, mais adaptée à sa propre situation du pays, n'est-ce pas, aux droits de l'homme de Nations Unies. Et dans son chapitre 43, vers la fin de l'article, ça c'est la République démocratique du Congo dans sa constitution, l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit, mais ils ajoutent dans les établissements publics, je ne sais pas pourquoi public, pourquoi est-ce que dans privé, je peux comprendre que dans privé on ne veut pas mettre le mot gratuit, ça c'est tout à fait normal, mais obligatoire maintenant c'est comme gratuit obligatoire et seulement dans les établissements publics, alors que dans les établissements privés, le mot obligatoire n'est pas là. Évidemment, ça n'a pas l'air
d'être très très logique, mais peu importe, limitons-nous même au public. Beaucoup de pays qui ont étudié la charte internationale des droits de l'homme, ils font une distinction nette dans cette charte-là entre les droits et libertés. C'est quoi un droit et c'est quoi une liberté? Si vous allez dans certains pays, ils l'ont décliné comme la charte des droits et libertés de la personne. Et ils ne disent pas la charte des droits ou libertés, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre ce qui est droit et ce qui est liberté. Par exemple, liberté de religion, liberté d'expression, ça sont des libertés. J'ai droit à cette liberté-là, mais au fond, c'est une liberté. Et le droit, par exemple, ça c'est un droit à l'éducation. C'est quoi la différence? Un droit implique le sujet qui a ce droit-là, et il y a un autre sujet ou une institution ou l'État qui est obligé d'assurer le droit. Je prends par exemple un employé qui travaille, il a droit à son salaire. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que il a le droit à son salaire, mais son employeur est obligé de le payer, de lui donner son salaire. Donc le droit implique je dois et l'autre terme qui est dans notre cas, l'État est obligé absolument de m'assurer de me donner ce droit-là. Pendant que la liberté, j'ai la liberté de religion par exemple, le gouvernement n'est pas obligé de venir me donner une religion ou n'est pas obligé, mais juste l'espace doit être libre. Si je veux l'exercer, je l'exerce, tout simplement. La même chose pour la liberté d'expression. Le gouvernement ne va pas venir te fournir l'expression. Non, si tu veux, tu le fais. Si tu ne veux pas, mais on doit s'assurer qu'il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Pendant qu'un droit, ce n'est plus ça. C'est le gouvernement est obligé de te donner le droit. Voilà. Quand on parle de droit à l'éducation, le gouvernement est obligé d'assurer cela. Donc, ce n'est pas comme on peut y penser ou ne pas y penser. On va voir quand les conditions sont bien réunies. Parce que la question qui m'a été posée, c'était est-ce que tu penses que c'est le bon moment? Pour un droit là, il n'y a pas un meilleur moment que l'autre. Vous êtes obligé d'assurer le droit à l'enfant. Et quand il est question de droit à l'éducation, c'est encore même plus fort que les autres droits. Pourquoi? Parce que on parle d'une double obligation. Je vais expliquer. C'est-à-dire, le gouvernement est obligé et l'enfant et la famille sont aussi obligés. Et dans les pays qui le comprennent, prenons l'exemple que je connais mieux, le Canada et la province du Québec, parce que si le domaine de l'éducation, c'est un domaine provincial, ce n'est pas nécessairement le domaine fédéral, c'est-à-dire du pays national, mais c'est plutôt provincial. Un enfant jusqu'à 16 ans est obligé d'aller à l'école. C'est-à-dire que ce n'est plus même une question des parents là. C'est le gouvernement qui prend ça en main. Il doit s'assurer que tous les parents doivent envoyer leurs enfants à l'école. Et comment est-ce que cela se vit au quotidien? C'est-à-dire le matin, à chaque période, pas seulement le matin là, à chaque période, tous les enseignants sans distinction doivent prendre les présences. Et s'il y a un enfant qui n'est pas là, ils vont communiquer au secrétariat et le secrétariat va vérifier où se trouve l'enfant. Quand je parle de l'enfant là, 16 ans, 15 ans, ce sont tous des enfants, ils vont vérifier avec les parents où est l'enfant. Si une fois, deux fois, trois fois là, il n'y a pas de réponse précise, l'enfant était à l'hôpital, il y avait une justification, le gouvernement à travers la DPJ, Direction de la protection de la jeunesse, va intervenir pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que vous allez mettre en danger l'avenir du pays. Donc, c'est considéré comme aussi un problème de sécurité nationale, l'avenir de la jeunesse
ils doivent être formés. C'est une obligation. Ça, c'est tout d'abord quelque chose qu'il faut affirmer. Et donc, à la question, c'est quand le meilleur moment? Est-ce que c'était bien préparé? Non. Si on était dans un pays qui se respectait, tous ces jeunes qui se sont retrouvés dans la rue parce que les parents étaient pauvres, ils n'avaient pas de moyens, ils ne sont pas allés à l'école, devraient faire un collectif, chercher un bon collectif d'avocats pour poursuivre l'administration qui était là avant, qui a laissé tous ces enfants-là dans la rue parce que, un, leurs droits n'ont pas été respectés. Deux, ça met en danger l'avenir, l'intégrité de notre propre pays. Comment est-ce qu'un pays peut être compétitif dans un monde comme le nôtre où sur tous les plans, la technologie, les réflexions sont poussées plus loin? Comment est-ce qu'on peut prétendre faire compétition quand nos pauvres enfants ne sont pas éduqués? Il y a encore beaucoup de questions à poser sur l'éducation qui se donne chez nous présentement. En tout cas, il n'y a pas de doute, de discussion là-dessus. Une certaine forme de... On doit revoir l'éducation de chez nous. Mais ça, c'est tout un autre sujet. Mais en soi, l'éducation, ce n'est pas même une question là. C'est une obligation. Et obligation du gouvernement et obligation de la part de l'enfant et de la famille. Ça ne se discute pas. Donc, elle est... Non seulement c'est un droit, mais c'est aussi une obligation. Donc, obligation du gouvernement et obligation de la famille d'envoyer les enfants. Et sans cela, on sait c'est quoi le futur, l'avenir d'un tel pays. Cela dit, maintenant, on peut se trouver devant un conflit. C'est quoi le conflit? On a des enseignants qui font leur grève parce que leurs conditions de vie, de salaire, de travail ne sont pas satisfaisantes. Tout d'abord, partout dans le monde, et c'est le cas. Au Québec, nous venons de faire de la pression sur le gouvernement pour les conditions et puis les enseignants le font à tous les 5 ans. Et le gouvernement est toujours obligé d'améliorer la situation, que ce soit des militaires, de la police, des enseignants, donc de tous ceux qui travaillent pour le gouvernement, et la même chose est faite aussi au niveau privé. Alors, maintenant la question qui se pose chez nous, est-ce que c'est trop tôt qu'on s'est mis dans cette histoire de la gratuité? Est-ce que c'était préparé? Est-ce qu'il ne fallait pas tout d'abord attendre que les conditions soient bien réunies? Ça, c'est une question assez compliquée. Quand est-ce que les conditions seraient bien réunies? Dans combien d'années? C'est quoi le budget que quand il est atteint, on peut dire que, ok, maintenant, on peut passer à la gratuité. Parce que c'est comme si la gratuité n'est pas une priorité. Si on doit, avant que je parle même du salaire des enseignants et des militaires, commençons par être réalistes. C'est quoi le réalisme? Le budget de la République démocratique du Congo est d'environ en ce moment 5 milliards ou plus ou moins. Je regarde le budget de la ville, d'une ville là, de Montréal, est d'à peu près 5 milliards. La ville de Montréal a légèrement plus que 2 millions d'habitants. La République démocratique du Congo a environ 80 millions d'habitants. Alors, le réalisme veut dire quoi? Ça veut dire, c'est comme quand on a un petit poulet qui, dans la ville de Montréal, pour faire un peu les proportions, une famille mange un poulet et puis ils sont plus ou moins rassasiés. Et en République démocratique du Congo, le même petit poulet-là, on le donne à 40 familles. C'est sûr et certain que la famille B va dire que ben non, le petit pilon que vous m'avez donné là ne nous suffit pas, il y a des chicanes. La famille C va dire la même chose. Pourquoi? Parce que c'est juste un petit poulet. On peut dire tout ce qu'on veut là, le petit poulet ne va jamais convenir à 40 familles. D'où le problème de... Tout d'abord, augmenter le budget. C'est quoi les différentes sources pour augmenter le budget?
apparemment, selon ce que tout le monde dit, l'IGF fait son bon travail et que les sociétés de l'État sont en train éventuellement de dépasser ce qu'ils avaient dans le passé comme budget, leur propre budget à eux, leurs recettes qu'ils devraient verser au gouvernement. Mais évidemment, ça donne quoi? On est trop loin de qu'est-ce qui doit être produit. On doit compter sur les ressources. Mais on n'a pas de choix. Mais un pays qui se respecte ne devrait pas compter sur les ressources. Et si on n'avait pas de ressources, et si un jour, parce que les ressources ne sont pas inépuisables, et si un jour on n'en a plus, ou éventuellement d'autres pays trouvent d'autres sources de ressources, parce qu'apparemment il y a des pays aussi qui sont en train de découvrir qu'ils ont autant de ressources que nous, comme le Canada par exemple, le Québec. Donc on ne peut pas compter sur ça. Donc le gouvernement doit compter sur, normalement, des emplois de son peuple qui doivent venir du secteur privé, la majorité, et aussi du secteur public. Et c'est à travers plusieurs emplois qui doivent venir des différents investisseurs, qu'ils soient locaux ou étrangers. C'est ça où on doit mettre vraiment l'emphase pour pouvoir arriver à un budget où tout le monde peut être servi. Cela dit, la question qui devrait être posée, ce n'est pas nécessairement du salaire de l'enseignant et du salaire de militaire, que ça doit être combien, parce que c'est quoi les critères? Il faut que les critères de comment est-ce qu'on définit le salaire d'un fonctionnaire, on le définit par rapport au budget, ça doit être combien? Ce critère-là n'existe pas. Mais la seule chose que on peut se demander, d'accord, tout d'abord, comprenons que il n'y a même pas de discussion. Si vous me demandez qu'est-ce qui est prioritaire, est-ce que c'est l'éducation de l'enfant ou l'enseignant? Je sais qu'il y en a qui disent qu'est-ce qui vient avant, c'est l'œuf ou le poulet? Non, ce n'est pas la même chose. C'est l'éducation de l'enfant. Pourquoi? Parce que c'est ça la finalité de l'acte d'enseigner. La finalité, c'est l'éducation de l'enfant. Pendant que l'enseignement et l'enseignant, c'est juste le moyen que l'on prend pour atteindre la finalité qui est l'éducation de l'enfant. Donc, sans l'enfant à éduquer, l'enseignement n'existe pas. Mais sans l'enseignement, l'éducation devrait tout de même exister. Voilà pourquoi, si on regarde différentes traditions, il y avait là-bas, c'est toujours une forme d'enseignement, mais ce n'est pas l'enseignement tel qu'on a aujourd'hui. Il y avait l'initiation. Vous allez dans d'autres pays, il y a peut-être quelqu'un qui à la cour est en train d'enseigner, ainsi de suite. Mais peu importe, avec la Covid, on s'est rendu compte d'une chose, que la finalité, c'est l'éducation de l'enfant. L'enseignement, c'est un moyen qui peut changer de forme. Et plus d'ailleurs la technologie avance, qu'est-ce que nous n'avons pas appris pendant la Covid? Le ministère de l'Éducation, qui commençait à bypasser les enseignants ici au Québec pour atteindre directement les élèves. Ce n'est pas compliqué, tous sont connectés. Donc, chaque semaine, on leur envoyait, surtout au début de la Covid, quand on ne savait pas quoi faire, quand on était totalement absent des écoles, on leur envoyait, c'est quoi les travaux à faire directement du ministère de l'Éducation aux enfants et aux parents. Et c'était quoi le rôle de l'enseignant? Si les enfants ont des questions, ils pouvaient me poser, que ce soit par Zoom ou par Teams, et nous, on répondait. Donc, pour dire quoi? Pour dire que la fin justifie les moyens. En d'autres termes, la priorité, ce n'est pas l'enseignant. La priorité, plutôt, c'est l'éducation. Ce n'est pas l'enseignement, c'est l'éducation de l'enfant. Et l'enseignement qui peut prendre différentes formes technologiques, différentes formes, ça reste un moyen. Cela dit, le salaire de l'enseignant, c'est aussi son droit. Il a droit à son salaire. Mais ne confondons pas qu'est-ce qui est prioritaire. On ne peut pas dire que on va, pour respecter le salaire de l'enseignant, on peut mettre la gratuité entre parenthèses. Non, ça ce n'est pas logique. Parce que la priorité, c'est la gratuité de l'enseignant, je vais dire de l'enseignement. C'est quoi une société où quand tu es un enfant d'une famille qui a un peu de sous, un peu riche, là tu as droit
tu peux aller à l'école. Si tu viens d'une famille pauvre qui n'a pas de moyens, et donc, écoutez, ça c'est quelle société là? Ça n'a pas de sens. Tous les enfants, surtout à cet âge-là, devraient avoir la chance égale d'avoir accès. Maintenant, revenons. La question qui devrait se poser, est-ce qu'un enseignant peut faire des sacrifices? Je vais répondre à cette question-là en 2 temps. La même chose, est-ce qu'un militaire peut faire des sacrifices? Il en fait déjà. Déjà, le fait d'être au front, là, c'est déjà un grand sacrifice parce que on a vu les photos de ceux qui étaient blessés, sauf qu'on ne peut pas voir les photos de ceux qui sont déjà enterrés. C'est un grand sacrifice. L'enseignant peut faire un sacrifice. Je suis un fils d'un enseignant. Ils ont souvent fait ces sacrifices-là depuis très très longtemps. Parce qu'à un certain point là, on se dit, ok, supposons que le gouvernement qui est là n'est pas trop intéressé à l'éducation de nos enfants. Est-ce qu'on va accepter d'avoir des générations des enfants abrutis? Ça serait l'enterrement de la République démocratique du Congo. Donc, les enseignants on a vu que nos enseignants là souffrent depuis très longtemps là. Ça ne date pas même de 20 ans là. Ça date de plus que 20 ans même quand Mobutu était là. Le salaire d'un enseignant là, ça ne pouvait vraiment pas aider la famille là. Ça fait très très longtemps. Ce n'est pas d'une chose d'aujourd'hui. Je suis fils d'un enseignant. Mais ils peuvent se dire, ils se sont dit à un instant, ok, on n'a rien, on n'a même pas de salaire. Il y en avait qui n'étaient pas, mais on va se sacrifier pour l'avenir de notre pays. Ça peut se faire. Mais ce n'est pas cela que je suis en train de demander. Si la chose que je suis en train de demander qui est simple et logique, c'est que si on a un pays qui a un budget de 5 milliards, un pays de 80 millions, donc c'est évident que c'est comme avoir un petit poulet pour 40 familles. Toutes les familles ne pourraient jamais être satisfaites. Mais alors, c'est qui doit faire le sacrifice? Est-ce que c'est seulement le militaire, le soldat qui est au front, le policier, l'enseignant et pourquoi pas les hommes politiques? C'est ça la question qu'on devrait se poser. Parce que comment pouvez-vous exiger des enseignants, des militaires de faire des sacrifices? Vu que le budget n'est pas suffisant, on peut dire tout ce qu'on veut, 5 milliards, c'est un budget d'une ville. Ce n'est pas le budget d'un pays de 80 millions d'habitants, c'est impossible. Mais la question, ok, vous qui êtes comme les pères de la famille, parce que les enseignants, ce n'est pas les pères là, ça peut être, on peut les appeler dans mon image là des grands frères. Ok, grands frères, faites des sacrifices pour vos petits frères. Mais vous les parents, parce que le président c'est le père de la famille, c'est quoi le salaire d'un député, des ministres, des hommes politiques, de la présidence? Voilà où se trouve le problème. Parce que quand le sacrifice est fait par tous les responsables du pays, le militaire va accepter son sacrifice facilement pour dire, ok, on va se sacrifier. L'enseignant peut accepter facilement son sacrifice pour dire, ok, il y a quand même de l'avenir pour notre pays. Parce qu'on voit le président se sacrifie, les députés se sacrifient, les ministres se sacrifient, tous les hommes politiques à leurs différents niveaux se sacrifient. Mais quand on regarde la proportion du budget, le salaire de l'enseignant, du militaire, et le salaire du député, des ministres et du président de la République, c'est là que se trouve le problème. Et c'est là qu'on ne peut pas demander à quelqu'un, un militaire, d'aller sacrifier sa vie parce que sa femme va rester, elle, veuve. Le président va passer peut-être avec une enveloppe et puis ça c'est fini, mais il ne va pas être là pour toujours pour eux. Là, le problème se pose. Parce que quand je regarde par exemple certains chiffres, je prends la province du Québec, dont le budget est de l'un supérieur au budget de la République démocratique du Congo. La province du Québec, son budget est d'environ 112 milliards de dollars. Ben, c'est milliards de dollars canadiens. Disons peut-être 90 milliards de dollars US à peu près. Je n'ai pas calculé, là je vais comme ça mentalement à peu près. Et combien d'habitants dans la province du Québec? Environ 7 millions seulement. Un budget de 112 milliards. Donc, le budget est assez énorme pour que le député puisse peut-être gagner 100 fois plus qu'un enseignant. Mais ce n'est pas le cas. Si on voit avec cette année, le salaire d'un enseignant qui a déjà atteint une certaine maturité après avoir enseigné là, comparé au salaire d'un député là, l'un gagne peut-être 85 000,
S'il fait des suppléances, 90 000 plus. Et les années prochaines, beaucoup plus. Et le député, combien? Autour de 100 000, 110 000 avec tout ce qui vont avec son travail, ceux qui lui sont donnés comme indemnité. C'est quoi la différence? Pas grand-chose. Mais chez nous, l'un va gagner, je ne sais pas, 200, 300, 400 et l'autre est dans plusieurs milliers de dollars. C'est quoi la proportion? Il gagne 10 fois, 20 fois plus. Ça n'a aucun sens. Alors pourquoi demander les sacrifices à l'un et pas à l'autre? Parce que c'est l'homme politique qui aime plus le pays qui devrait être plus proche à faire plus de sacrifices. Et puis maintenant, quand on regarde le travail que fait le militaire sur le front, le travail que fait l'enseignant chaque jour et on compare à celui d'un député, on ne peut même pas comparer les deux. Et à qui la faute? Est-ce qu'on va donner la faute à une personne en particulier? C'est là que j'aurais voulu voir les députés de l'opposition surtout, parce que ça regarde aussi leur poche, aller revendiquer, n'est-ce pas, une certaine forme de balance, d'équilibre dans les salaires de la société, que ça puisse refléter le petit budget que nous avons de 5 milliards de dollars. Parce que c'est un petit budget d'une ville, 5 milliards de dollars. Mais si on a 5 milliards de dollars, vous envoyez les militaires au front, qu'ils puissent faire le sacrifice, c'est normal. Parce qu'il faut quand même qu'on se batte pour ce pays-là. On ne peut pas laisser les étrangers, entre autres, ou on ne peut pas laisser les groupes armés qui sont d'origine congolaise continuer à s'aimer ce chaos-là, ce désordre-là, cette insécurité-là, qui fait qu'il n'y aura jamais des investisseurs qui vont entrer. D'accord, ils font ce sacrifice-là. D'accord, les enseignants font ce sacrifice-là. Mais ils vont suivre l'exemple de qui? C'est ça la question. Et donc, pour conclure, moi je crois qu'on ne peut pas se jouer avec l'avenir du pays en posant la question, est-ce que c'était le bon moment de commencer la gratuité? Oui, le bon moment de commencer la gratuité, ce n'était même pas avec la présidence de Tshisekedi, c'était dans les années 1960. Ça devrait rester gratuit jusqu'à aujourd'hui. Eh, mais on a un petit budget. Si on pense en ces termes-là, le meilleur moment n'arrivera jamais. Est-ce qu'il y a des imperfections dans la gratuité? Absolument. Mais ça, ce n'est pas la chose qui devrait freiner. Parce que tout ce qui a commencé dans le monde entier là, avait toujours des imperfections. Mais c'est avec les années qu'on va s'adapter, s'ajuster et puis réparer. Si on regarde aujourd'hui l'Internet, tous les Congolais presque tous les Congolais, désolé, la majorité des Congolais ont accès à l'Internet. Mais est-ce que vous savez quand l'Internet a commencé, ça ressemblait à quoi? Savez-vous combien de gens ont déconseillé, découragé l'Internet? Ça passait par le fil téléphonique là. Donc si quelqu'un se connecte sur Internet avec son ordinateur, ça veut dire que personne dans la maison ne devait recevoir un appel téléphonique. Donc ça occupait cela. Si tu restes pendant une heure du temps, personne dans la maison, parce que en ce temps-là, les téléphones cellulaires, ça n'existait même vraiment pas là. C'était une chose pour une petite minorité là. Mais on est passé de là au câble où les lignes téléphoniques étaient libérées. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça commence avec imperfection, mais petit à petit, on y travaille, on améliore. Mais si on devrait dire, ben non, écoutez, on ne peut pas téléphoner là, donc on ne commence pas, on ne serait jamais arrivé aujourd'hui où il y a les Wi-Fi, où tu te promènes dans une école, que tu ailles dans les toilettes ou n'importe où, tu as ton sans fil et puis c'est toujours connecté. C'est la même chose avec la gratuité, c'est la même chose avec n'importe quoi partout dans le monde. Quand quelque chose c'est un droit, c'est un droit. Il n'y a pas un moment où on attend un budget qui sait comment pour respecter le droit de quelqu'un, non. Et puis, on ne parle pas de n'importe quel droit, on parle de droit qui va faire de nos enfants aussi compétitifs aux enfants et aux pays du monde entier. Donc, pour conclure, c'est la deuxième fois que je dis pour conclure, mes chers compatriotes, oui, on doit appuyer la gratuité de l'éducation, c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir de nos enfants, mais on doit aussi prendre en compte les conditions de vie des enseignants, des militaires, parce qu'aujourd'hui je parle de ces deux-là. Si le
budget est trop petit, on ne peut pas faire de miracle, il y aura des sacrifices. Mais il faut que ce sacrifice-là soit partagé sur toute la population, les hommes politiques inclus. Et c'est au rôle de l'opposition, de toute la population, de faire de pression pour que cela soit pris en compte. Je vous remercie beaucoup et je vais vous demander de partager ce vidéo, de liker, de vous abonner et je suis certain que petit à petit, on commence à avoir des nombres assez intéressants et c'est grâce à vous. Je vous remercie beaucoup. Vraiment, bonne soirée.